Lors du Forum social mondial à Nairobi au Kenya en janvier 2007, la question de la présence chinoise en Afrique et de ses implications socio-économiques a été un point central des débats sur les enjeux du développement sur le continent. On s'interrogeait sur le fait que la République populaire de Chine, en raison de son appétit insatiable pour les matières premières liées à son développement économique important, était-elle en train de reproduire le scénario des puissances impérialistes occidentales du 19e et 20e siècle en dévorant l'Afrique? D'un autre côté, certains ont soulevé l'idée que la présence croissante de la Chine pourrait signifier une émancipation de l'Afrique vis-à-vis de la tutelle occidentale rigide des ajustements structurels. Cette tutelle, souvent décrite comme une camisole de force, était perçue par beaucoup comme maintenant le continent dans un rapport néocolonial, rendant le développement difficile, voire le reléguant au statut de concept purement théorique. Actuellement, la Chine suscite à la fois crainte et admiration. Face au remarquable développement de ce pays depuis les années 1980, l'Occident a tendance à simplifier la situation. Parfois, cela se traduit par la propagation de peurs et de préjugés populaires envers la Chine, tandis que d'autres fois, on salue les réussites du modèle économique chinois. Cependant, lorsque la Chine menace d'exercer une influence de plus en plus significative dans les zones historiquement associées au colonialisme et à l'impérialisme occidental, comme c'est le cas en Afrique aujourd'hui, elle est souvent représentée comme une conquérante sans scrupules en ce qui concerne les droits de l'homme, les droits des travailleurs, l'environnement, les ressources naturelles, le surendettement et diverses questions sociales liées au développement. Cette vidéo vise à éclairer davantage les divers aspects de la présence chinoise en Afrique. Après une brève présentation du contexte de leur présence sur le continent, cette vidéo analysera les divers enjeux et points de vue associés à cette situation. Pour les nouveaux sur la chaîne, ici on parle de culture africaine, d'actualité, d'histoire et on s'édifie sur un ensemble de choses qui nous permettent d'anticiper et d'être prêts à toute éventualité. Sur nos autres chaînes YouTube, vous trouverez d'autres contenus tout aussi intéressants. Sur Ekima, on parle de sciences humaines et de business et sur Asani, on parle de jeux vidéo et de divertissement. Les liens sont en description. Je vous encourage aussi à vous abonner, à liker cette vidéo et à la partager partout où c'est possible. Sur WhatsApp, sur Facebook, sur Instagram et même ailleurs. C'est totalement gratuit et ça fait toujours plaisir. En 1978, Deng Xiaoping et les dirigeants chinois prennent la décision cruciale de s'éloigner du maoïsme en initiant des réformes économiques de marché dans le but d'ouvrir l'économie chinoise aux investissements étrangers. Derrière ces réformes économiques, l'objectif central des dirigeants chinois était de redonner vigueur au régime politique fortement affaibli par les dérives maoïstes des 2 décennies précédentes. L'intégration de l'économie chinoise au marché mondial, au cœur d'un processus accéléré de mondialisation à l'époque, visait à moderniser le pays, à stimuler le développement économique et à améliorer le niveau de vie de la population. De leur côté, les États africains semblent de plus en plus désillusionnés par le modèle occidental qui a associé le développement économique à la démocratie, à la transparence économique et au respect des droits de la personne. Plusieurs auteurs convergent vers l'opinion que les programmes d'ajustement structurel imposés par les institutions de Bretton Woods ont conduit la plupart des États en développement vers une véritable mondialisation de la pauvreté, en restreignant le rôle de l'État et en l'empêchant de promouvoir la justice sociale. L'adoption du nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique, NEPAD, en 2001, un programme de développement lancé dans le cadre de l'Union européenne, s'inscrit également dans cette tendance de remise en question de la trajectoire empruntée dans les années 80 et 90. Sans recommander la rupture des relations avec les pays occidentaux, le NEPAD a clairement cherché à réorienter les perspectives de développement en soulignant l'importance cruciale pour les États africains de s'appuyer sur leurs propres forces, de maximiser leur leadership, de développer leur marché intérieur, d'assurer une bonne gouvernance et de tirer parti de leur main-d'œuvre. Cependant, certaines critiques se sont fait entendre à l'encontre du NEPAD, émanant notamment du président sénégalais Abdoulaye Wade et de plusieurs ONG africaines. Ces différents avis y voient encore un projet occidental visant la tiers-mondisation de l'Afrique. De nombreux États africains sont alors à la recherche de repères et de modèles alternatifs et la recette chinoise devient de plus en plus attrayante. Cette attraction est renforcée par le sentiment partagé entre Chinois et Africains d'une communauté de destin, ayant tous été victimes, au cours de leur histoire récente, d'occurrences de l'impérialisme et du colonialisme, qu'elles aient eu une origine occidentale, arabe, soviétique ou nippone. Le président sénégalais Abdoulaye Wade a souligné que les Chinois étaient perçus comme des partenaires commerciaux beaucoup plus pragmatiques et efficaces que les bureaucrates occidentaux. De même, l'ancien président du Nigeria, Olusegun Obasanjo, a avancé que le succès du modèle chinois s'expliquait par le fait que la démocratie, en raison de l'instabilité qu'elle génère, peut parfois entraver le maintien d'un leadership politique continu et fort, nécessaire pour accélérer le développement et la modernisation de l'économie.
Donald Kaberuka, le président de la Banque africaine pour le développement, a également soutenu que la Chine devait servir de modèle principal pour les principaux États africains dans leur quête de développement. Ainsi, depuis la fin des années 90, les relations entre la Chine et le continent africain se sont consolidées, couvrant des aspects tels que l'aide au développement, les investissements directs, la coopération économique et technique, ainsi que les échanges universitaires. Les sommets sino-africains périodiques, organisés depuis l'année 2000 et rassemblant plus de 40 chefs d'État, sont devenus l'épine dorsale du renforcement de la coopération entre la Chine et les pays d'Afrique. En conséquence, la Chine gagne progressivement en influence en Afrique, devenant en 2005 le troisième partenaire économique du continent après les États-Unis et la France, et devant le Royaume-Uni. La présence chinoise en Afrique est loin d'être uniforme et même plutôt variable selon les régions du continent. Elle est principalement concentrée dans les zones riches en ressources naturelles, jugées cruciales pour le développement économique de la Chine. L'approvisionnement en ces ressources stratégiques est une priorité élevée pour les autorités de Beijing car elles considèrent le maintien d'un taux de croissance à 2 chiffres comme une condition fondamentale pour préserver leur légitimité politique. La Chine manifeste un intérêt relativement marginal pour les États plus pauvres en ressources naturelles tels que le Rwanda, le Bénin et le Togo. En revanche, sa présence est de plus en plus marquée en Angola, au Soudan, au Nigeria, au Tchad, au Gabon et en Guinée équatoriale. Cet intérêt accru s'explique par le fait que la Chine importe désormais plus d'un quart du pétrole nécessaire à son économie énergivore en provenance de ces pays. En outre le pétrole, elle vise également des ressources naturelles absentes sur son territoire. Cela explique la présence de sociétés multinationales chinoises actives en Zambie pour le cuivre et l'uranium, au Zimbabwe pour le charbon et le platine, en RDC pour le cobalt, au Gabon, en Guinée équatoriale, au Cameroun, au Mozambique et au Libéria pour les produits forestiers, en Afrique du Sud pour le manganèse, ainsi qu'en Afrique australe et au Niger pour l'uranium. À première vue, il pourrait être tentant de simplifier les relations entre Beijing et les pays africains en les considérant comme de simples relations commerciales entre États souverains. Selon cette perspective, les économies africaines exporteraient principalement des ressources naturelles, tandis que les Chinois chercheraient des débouchés pour leurs produits manufacturés à faible coût. Cette vision suggère que la Chine et les États africains bénéficient mutuellement de l'exploitation de leurs avantages comparatifs respectifs. Cependant, une telle analyse superficielle néglige une question socio-économique cruciale. À travers des conditions imposées, les États occidentaux ont tenté de contraindre les États africains à lutter contre la corruption, le clientélisme, le népotisme, à promouvoir l'état de droit, la bonne gouvernance, le libre-échange, les institutions démographiques et à respecter les droits de l'homme tout en appliquant une certaine austérité financière. Cependant, face aux échecs de cette stratégie, de nombreuses voix en Afrique ont dénoncé une nouvelle forme de colonialisme, une ingérence à peine voilée des grandes puissances financières occidentales dans les politiques intérieures des États africains. L'entrée en force de la Chine sur le continent a changé la dynamique. Le modèle chinois ne s'accompagne d'aucune forme de conditions, libérant ainsi les États africains de la lourde emprise éthique et moralisatrice imposée par les États occidentaux. Il repose principalement sur des considérations pragmatiques de coopération et d'interdépendance économique. Les États africains ont désormais une plus grande latitude dans le choix de leurs partenariats économiques. Ils peuvent refuser de se conformer à certaines conditions contractuelles jugées désavantageuses et privilégier celles qui correspondent davantage à leurs intérêts. C'est également grâce à cette nouvelle dynamique que les États africains ont exprimé leur désaccord avec l'Europe lors du sommet Union africaine-Europe en décembre 2007 à Lisbonne. Ils ont rejeté les accords de partenariat économique proposés par l'Union européenne, même si cette dernière avait considérablement assoupli ses exigences en matière de respect des droits de l'homme, se sentant sous la pression de la concurrence chinoise. Les partenariats avec Beijing ont offert à certains régimes, isolés par les États occidentaux en raison de leur statut de paria, les moyens de subsister malgré les graves violations des droits de l'homme qu'ils commettaient. Le modèle chinois, axé sur une croissance à tout prix, a engendré une augmentation des inégalités, souvent accompagnée d'une contestation sociale susceptible de fragiliser la stabilité politique. Dans ce contexte, le modèle chinois se concilie aisément avec l'autoritarisme, considérant les droits de l'homme et la démocratie libérale comme des entraves à la croissance économique, et réprimant les soulèvements perçus comme des obstacles au développement économique. L'influence chinoise dans certains États africains peut ainsi être mieux appréhendée. Par exemple, les investissements et les importations chinoises au Soudan ont permis au régime d'Al-Bachir de se consolider, notamment dans la région riche en ressources fossiles du sud du pays, et de financer des actions considérées comme génocidaires au Darfour. Au Zimbabwe, l'assistance chinoise a soutenu le maintien au pouvoir du régime de Robert Mugabe, malgré les sanctions internationales condamnant son autoritarisme politique. En outre, la Chine vend des armes et de l'équipement militaire au régime autoritaire du Soudan et du Zimbabwe.
Il est crucial pour Beijing de s'assurer que ses partenaires économiques et politiques africains restent au pouvoir, craignant que de nouveaux acteurs profitent des règles de l'alternance politique et remettent en question des ententes lucratives conclues avec la Chine. Le modèle économique chinois, axé sur une croissance à tout prix, repose largement sur une extraction illimitée des ressources naturelles. Comparativement à d'autres régions du monde, comme l'Asie de l'Est par exemple, les ressources naturelles en Afrique restent relativement peu exploitées. Les Chinois saisissent donc cette opportunité pour obtenir d'importants droits d'exploitation des ressources naturelles africaines, offrant souvent en échange un financement à des États qui rencontrent des refus de la part des institutions financières internationales en raison de leurs lourdes dettes ou de leur non-respect des conditions. Pour Beijing, l'Afrique représente un Eldorado encore vierge, regorgeant de ressources naturelles où le capitalisme ne ferait que des gagnants. Des opérations de prospection minutieuses sont menées du Soudan à la Mauritanie, mais les conséquences sociales et écologiques de ces exploitations ne sont souvent pas une priorité dans l'orientation des projets. Des exemples concrets incluent l'accusation d'ONG selon laquelle l'entreprise chinoise Wemco aurait pollué les eaux au Nigeria et la répression sévère des manifestations par les forces de police en collusion avec les dirigeants de l'entreprise. Au Mozambique, des multinationales chinoises procèdent à une déforestation massive de la forêt tropicale du Zambèze et, au mépris des préoccupations environnementales, les intérêts chinois ont avancé 2,3 milliards de dollars pour le projet du barrage Mpanda Kuda que la Banque mondiale avait refusé de financer en raison de son risque environnemental élevé. L'activité économique chinoise en Afrique montre une tendance croissante à la diversification. Le continent est d'abord considéré comme un immense réservoir de matières premières que la Chine acquiert en échange de devises fraîches ou de prêts. Les entreprises chinoises vendent également sur le continent des produits de faible qualité mais à bas prix, permettant à de nombreux Africains d'acquérir des biens qu'ils n'auraient pas pu se procurer auparavant en raison de leur fabrication exclusivement occidentale. La coopération avec la Chine offre également aux États africains un accès à une expertise technique plus avancée. Au Soudan par exemple, les entreprises locales ont longtemps eu des difficultés à exploiter les ressources pétrolières découvertes par Chevron en 1978. Dans le secteur de l'agriculture, de nombreuses ententes de coopération technique ont été signées entre la Chine et divers États africains. Dans le domaine pharmaceutique, la Chine s'est engagée en 2007 à fournir des médicaments antipaludéens à faible coût et de haute qualité pour lutter contre un fléau qui causait plus de 3 millions de décès en Afrique chaque année. Au cours de la décennie 90, le gouvernement chinois a évolué de son statut d'emprunteur à celui de prêteur dans le domaine de la finance internationale. Beijing accorde des prêts à faible taux d'intérêt à de nombreux États africains en échange de privilèges, notamment l'accès garanti aux matières premières par le biais de licences d'exploitation des ressources naturelles ou de contrats lucratifs. Par exemple, en 2004, la banque chinoise Exim Bank a octroyé un crédit de 2 milliards de dollars au gouvernement angolais à un taux d'intérêt de 1,5% sur 17 ans en échange d'une part importante du marché de la reconstruction nationale. En 2007, Beijing a prêté plus de 20 millions de dollars au Kenya pour la construction de logements sociaux. Les institutions financières internationales ont vivement critiqué la Chine pour avoir accordé des prêts à des États dont les économies étaient encore fragiles, juste après avoir retrouvé un niveau acceptable de solvabilité. En réponse à ces critiques, les autorités chinoises ont épongé près de 20 millions de dollars de la dette tanzanienne en 2007 et ont annulé environ 40% de la dette ivoirienne. En juin de la même année, la Chine a également témoigné de sa bonne volonté en donnant 4 millions de dollars au gouvernement de la Guinée-Bissau, permettant ainsi de payer les salaires des employés de la fonction publique, malgré les difficultés budgétaires rencontrées par le pays. La confiance accordée au type de coopération proposé par les Chinois s'explique généralement par plusieurs facteurs. En premier lieu, leur modèle a démontré son efficacité en rétablissant la Chine après avoir été dépecé par les puissances occidentales. De plus, pour beaucoup, Beijing acquiert une légitimité supplémentaire en se distinguant des pays de l'Union européenne sur plusieurs aspects. Par exemple, la Chine n'a jamais participé à la traite des esclaves. La présence chinoise en Afrique n'a jamais été associée à des pratiques colonialistes et impérialistes. Beijing a soutenu les États africains dans leur processus de décolonisation. La Chine et les États africains ont souvent collaboré à l'Organisation mondiale du commerce, notamment en s'opposant au brevetage du vivant. La Chine n'est pas liée aux politiques d'ajustement structurel qui ont pesé sur l'Afrique pendant des décennies. Les pratiques économiques chinoises laissent présager que la Chine cherche à construire un partenariat à long terme avec les États africains, ne se limitant pas à des intérêts immédiats. Les centaines de milliers de Chinois vivant en Afrique se mêlent aux populations locales et partagent davantage leur mode de vie.
Cependant, de nombreux acteurs gouvernementaux et de la société civile, tant en Occident qu'en Afrique, tiennent une perspective différente. Il est souvent affirmé que la Chine s'immisce dans la politique intérieure de plusieurs États africains en soutenant certains groupes plutôt que d'autres. Les appuis au régime de Khartoum et d'Harare sont souvent cités en exemple à cet égard. On souligne également que les investissements chinois ont tendance à renforcer l'élitisme, l'autoritarisme et la corruption, alimentant en premier lieu un clientélisme qui assure la survie de ces régimes. On peut ainsi se rappeler l'ingérence dans le processus électoral zambien où l'ambassadeur chinois Li Baodong avait menacé de retirer tous les capitaux chinois du pays si Michael Sata remportait la victoire en 2006. La question de savoir si la présence chinoise en Afrique contribue au développement du continent suscite un débat avec deux perspectives différentes. Certains économistes occidentaux et africains soulignent que la présence chinoise en Afrique ressemble au mercantilisme autrefois pratiqué par les nations européennes où l'on observe l'extraction de ressources naturelles expédiées en Chine pour y être transformées en biens vendus ensuite en Afrique. Ces critiques soulignent également que les projets chinois en Afrique emploient souvent une main-d'œuvre importée de Chine, contribuant ainsi à résoudre les problèmes de chômage en Chine plutôt qu'en Afrique. D'un autre côté, certains voient favorablement la présence chinoise en Afrique. L'ex-président chinois Jintao, par exemple, affirmait que la coopération sino-africaine est mutuellement bénéfique. Certains porte-parole gouvernementaux, comme Alfred Mutua au Kenya, soulignaient la rapidité et l'efficacité des projets chinois en Afrique sans interruption due à des conditions imposées. Certains journaux, tant en Afrique qu'en Occident, louaient la contribution chinoise au développement en soulignant la construction d'infrastructures telles que des ports, des écoles, des hôpitaux et des lignes électriques. Certains vont même jusqu'à comparer favorablement les engagements financiers de la Chine envers l'Afrique par rapport aux pays du G7. La Chine est également critiquée pour son rôle dans l'endettement des États africains. La Banque mondiale et le FMI signalent que la Chine a l'habitude de fournir des prêts à des taux d'intérêt très avantageux en échange d'avantages politiques ou économiques. Par exemple, la Chine demande aux pays bénéficiaires de son aide au développement de s'abstenir de soutenir la candidature de Tokyo à un siège au Conseil de sécurité de l'ONU, de rompre les relations diplomatiques avec Taïwan ou encore de lui accorder des droits d'exploitation de matières premières. De nombreux observateurs craignaient alors qu'une nouvelle crise de la dette ne se profile pour des pays qui avaient pourtant réussi, au prix d'efforts considérables, à redresser leur situation financière. La présence de la Chine en Afrique est complexe et ses répercussions sur le développement africain, compte tenu de l'appétit massif de la Chine pour les ressources naturelles et de sa puissance économique croissante, sont importantes. Les organisations de la société civile ont donc tout intérêt à surveiller la relation entre la Chine et l'Afrique.